Le Club Sexu présente À quoi tu jouis. Notre 4e saison est produite grâce au soutien des Matelas Loop. En fait, c'est que je pense que ce qui est problématique avec cet imaginaire-là, c'est qu'on imagine que le pouvoir est toujours entre les mains du pénétrant. Mais que la personne qui est pénétrée n'a pas de pouvoir, tu sais. Alors que si tu rides quelqu'un... Justin, moi, ça fait à peu près 4 ans et demi que je travaille pour le Club Sexu et donc qu'on se connaît. Oh, 4 ans. C'est nos noces de quoi? De coton, genre? Ah non, sûrement. de blé. Noces de cuirette. J'adore. Oui, 3 ans, c'est le cuir. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, ben là, c'est bon. OK, parfait. Noces de dentelle. Oh. Mais grâce à la magie du montage, je viens de googler et les 4 ans de mariage, ce sont les noces de cire. C'est quand même un peu kinky. C'est vraiment kinky. Fait que notre amitié, c'est comme un filet de cire chaude sur une fesse. J'aime ça. Et donc? Mais ce que je me rends compte, en fait, au fil de toutes les réflexions et de toutes les discussions qu'on a autour des projets du Club Sexu, c'est que quand on parle de sexualité, qu'on le veuille ou non, on revient vraiment souvent à l'idée de la pénétration. Même si on essaie de donner d'autres aspects, justement, de la sexualité, pour beaucoup de monde, ça revient souvent à l'idée de la pénétration. Vraiment. Puis c'est même avec ça qu'on va valider les premières fois. Souvent, tu sais, quand on demande à quelqu'un, est-ce que vous l'avez fait? Ben, tu sais, le third base, second base, third base, tu sais, c'est comme... Ça revient toujours à la pénétration, tu sais. Oui, exact. Puis on se rend compte aussi que souvent, on va s'imposer comme une espèce de hiérarchisation des pratiques, tu sais, comme si tout ce qui vient avant la pénétration, c'est comme moins important, comme si c'était les espèces de petits amuse-bouches avant le plat principal, tu sais. Exact. Puis c'est un épisode où on a été assez critique, j'ai l'impression, avec cette injonction-là à la pénétration. Mais j'ai comme l'impression que plus ça avançait, plus on réussissait à trouver quand même un sweet spot, parce qu'on va pas se le cacher, on aime ça, la pénétration. Tu sais, oui, un sweet G-spot? Un sweet G-spot, ouais, je dirais. Donc, on tient quand même à vous faire un petit trigger warning. Dans cet épisode-là, on parle de douleur qui est engendrée par la pénétration, de douleurs qui peuvent être ressenties via la sexualité. Mais comme tu dis, vous inquiétez pas, là, on se dirige tranquillement, pas vite dans cet épisode-là vers des aspects plus positifs de la pénétration. Mais je pense que de dire qu'on a été critique envers la pénétration, c'est une super bonne manière de le résumer. Et avant de se plonger dans la discussion fascinante qu'on a eue, Justin, il y a Caroline Arbour, qui est physiothérapeute et autrice, qui nous a fait l'honneur de nous lire un extrait de son magnifique essai « Habiter nos corps » pour en finir avec la banalisation des douleurs des femmes. Bonne écoute. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par l'Association québécoise de la physiothérapie. Je te parle en direct de mon oreiller loop. Aïe, moi aussi, je te parle en direct de mon oreiller loop. J'adore. Tellement confortable. Mais j'ai une question pour toi. Ouais, c'est quoi? Toi, es-tu plus du genre à dormir collé, genre, toute la nuit, ou juste le matin? Ben, moi, je suis vraiment une bonne colleuse. Moi, j'adore m'endormir collée. Puis même des fois, quand je me réveille pendant la nuit avec mon chum, on est encore collés. Puis je trouve ça vraiment cute de me dire que même dans notre sommeil, on reste super collés puis super fusionnels. Aïe, c'est tellement cute. Ouais, c'est cute. Toi? Ouais, je te dirais que je suis plus du genre à coller, genre une fesse. Puis... fesse à fesse. Cheek to cheek. Puis le matin, là, je vais spooner. Parce qu'on dirait que la nuit, c'est comme une absence. Puis au matin, c'est les retrouvailles. Mais sinon, c'est juste la fesse. J'adore, c'est vraiment cute. Les matelas loop sont tellement confortables que ça donne le goût d'étirer les petits matins collés. Oui. Vraiment. Ouais. Puis en plus, l'oreiller, c'est une mousse mémoire. Ça veut dire que l'oreiller se rappelle de toutes nos nuits? Oh, j'espère. Parce que ça veut dire que dans quelques années, les oreillers vont avoir tellement de choses à nous raconter. C'est comme s'il faut avoir emmagasiné tous nos secrets. Puis toutes nos calipettes. Merci au Matelas Loop, fier partenaire de la Fondation du cancer du sein, de nous soutenir nous, mais aussi de soutenir nos têtes et nos nuits. Laurence vient me voir parce qu'elle a mal quand elle fait l'amour. Ses mots à elle. Douleur, amour, comme un mot composé. 2 mots qui sont toujours liés un à l'autre quand il est question pour Laurence de le faire, cet amour-là. Elle a essayé des crèmes analgésiques et différents lubrifiants. Elle a vu plusieurs médecins. Elle sent le besoin de justifier quelque chose.
Mais je suis chanceuse, mon chum est super compréhensif. Son chum a beau être le plus compréhensif et le plus gentil du monde, quand il la pénètre, elle n'a pas de plaisir et ça lui fait mal. Des histoires qui ressemblent à celles de Laurence, je m'en suis fait raconter assez pour en perdre le compte. Parfois, les douleurs commencent à la suite de quelque chose de plus facilement identifiable, comme une série de vaginites, une mauvaise relation, une dépression, un changement de pilule contraceptive, un accouchement, un traumatisme. Parfois, c'est plus subtil. Quand on entend à plusieurs reprises des mots comme « ça va faire mal quand tu vas faire l'amour la première fois, mais c'est normal » et qu'on n'a personne pour nous dire que c'est faux, personne pour nous dire qu'une relation sexuelle ou que faire l'amour, ça ne se limite pas à la pénétration, et personne encore pour nous dire que l'amour ne devrait pas faire mal. On en vient à craindre cette douleur, mais on s'avance quand même parce que la pression sociale, parce que la banalisation, parce que si c'est normal, comme on nous dit, qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre? On s'avance avec retenue, plus stressé, les muscles plus tendus. Et bien malgré nous, ce contexte augmente les chances que ça fasse mal une première fois. Et si ça fait mal une première fois, il y a plus de chances que ça fasse mal la deuxième et la troisième, et ainsi de suite. Normaliser la douleur contribue directement, depuis toujours, à en nourrir le cercle vicieux et ainsi à la faire durer. Je me suis donc demandé, mais comment on fait pour arrêter de tourner douloureusement en rond? Salut! Allô? Vous allez bien? Ben oui, toi? Yes, merci. Donc, on est en studio aujourd'hui avec Caroline Arbour et Gabrielle Touin pour parler de pénétration. Avant de pénétrer dans le sujet, on va vous présenter rapidement. Donc, Caroline, l'épisode est présenté par l'Association des physiothérapeutes du Québec, Oui. d'où ta présence, entre autres. Tu es physiothérapeute experte, d'où ton Oui. chandail. Mon Tu fais Dieu. let's go! Ton plastron de Superman. Tu as dédié ta pratique à la santé périnéale et pelvienne depuis plus de 15 ans. Tu as aussi écrit le livre « Habiter nos corps », un magnifique livre qu'on a eu la chance de feuilleter en prévision de l'épisode. Tu t'y intéresses à la banalisation de la douleur des femmes au fil des époques et des faux fondements scientifiques à la base de cette banalisation-là. Et est-ce que tu as un deuxième livre qui mijote en ce moment? J'ai plusieurs projets en Ouais. tête, mais là, je suis encore très occupée par tout ce qui se passe des suites de l'apparition de ce livre-là. Mais oui, moi, j'ai adoré mon expérience, puis certainement qu'il y en aura d'autres. Cool. C'est le fun à entendre parce Vraiment. que vraiment, c'est un livre qui promet pour la suite des choses. Merci. Gabrielle, tu es recherchiste, animatrice et comédienne, mais surtout réalisatrice sonore. Tu as un désir de raconter des histoires sociales par le biais de documentaires audio. Ouais. Tu as réalisé un balado documentaire « Quand santé mentale rime avec code postal » qui a paru en 2023. Tu explorais un petit peu comment l'accès aux soins de santé était influencé selon le lieu de résidence. Les soins de santé mentale. De santé mentale, Ouais. cool. Moi, je viens du 450. En tout cas, je sais pas Moi aussi. si ça va bien là-bas. J'ai eu bien de la misère à trouver des chiffres pour savoir où exactement on s'en reparle. Ouais, cool. D'ailleurs, tu travailles sur un documentaire qui s'intéresse à la pénétration, qui va paraître cet automne. Un balado documentaire qui s'appelle « Contre toute attente ». Ouais. Laima et moi, on a eu la chance d'en entendre un extrait au Festival de la radio numérique, d'ailleurs. Oui. C'est vraiment prometteur. C'est vraiment un beau projet, comme on discutait là, tout à l'heure, une espèce de cube Rubik sonore aussi avec plein de voix qui s'entremêlent. Très prometteur. Merci. Donc, on vous reçoit pour parler de pénétration, peut-être aussi davantage de la douleur liée à la pénétration. J'aime toujours entrer dans les sujets par la porte des mots. On a toujours des réponses souvent avec l'origine des mots, ils nous en disent beaucoup. Donc, l'étymologie du mot pénétration, ce serait pénétratio ou pénétrationnis, qui veut dire percer quelque chose, voire une piqûre. Percer quelque chose, on peut évidemment penser à l'hymen, peut-être, cette fameuse membrane qui en a fait couler de l'encre. Et on peut aussi penser à une piqûre d'abeille, ben ça fait mal. Donc, à la base de la pénétration, il y aurait cette idée comme quoi on perce quelque chose ou on se fait mal. Et pourtant... Et déjà, là, il y a plein de mythes à défaire, là. Ouais. Entre autres, la membrane de l'hymen, là, Oui. qui, je ne sais pas si on va aborder ça tout de suite, mais qui est complètement, c'est une idée qui est complètement fausse. Puis effectivement, là, tu sais, comme tu dis, on percer quelque chose, piquer quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on a nécessairement envie de faire, là, tu sais, Non, c'est ça. spontanément, là. Non, il y a une idée aussi de conquête. Il y a quelque chose comme
rentrer dans quelque chose de manière un peu sournoise dans ce que tu dis. Et c'est vrai que aussi. et brutal, s'introduit. Ça donne pas tellement envie, ben honnêtement. On dit comme est ça. loin d'accueillir quelque chose à l'intérieur. Là, Vraiment. C'est très, très conquérant, très actif. Et pourtant, la pénétration, malgré tout ça, occupe une immense place dans nos vies sexuelles. Pourquoi? Qui faisait... on va rebondir. Ouais. Pourquoi? Ben, en fait, le balado sur lequel je travaille, le documentaire, c'est sur la place qu'on accorde collectivement à la pénétration c'est ça, collectivement, c'est-à-dire dans nos sociétés. Puis, ben, ça sera pas tellement une surprise qu'on sache que la sexualité a été depuis des millénaires associée à procréation, à on doit se reproduire absolument. Puis cette pratique-là, la pénétration vaginale par le pénis, c'est la façon la plus efficace ou naturelle. Je sais même pas si on peut dire ça, mais évidemment, du moins, c'est la manière qui est typique de se reproduire. Je pense que ça peut être un bon mot pour le dire. Toutes nos racines culturelles, politiques viennent de là beaucoup, fait qu'on est encore beaucoup axé là-dessus. En fait, le problème, c'est qu'on a toujours associé la santé sexuelle de la femme à la santé reproductive. Pendant des millénaires, pendant des siècles, c'était que ça, en fait. Là. On se souciait vraiment pas du tout du plaisir de la femme. C'était pas une question qu'on se posait. La femme existait uniquement pour faire des enfants, uniquement pour son rôle maternel. Donc, personne ne s'intéressait ni la médecine, ni la religion, ni la philosophie. C'était très androcentré comme réflexion culturelle pendant des siècles. Donc, on a juste accordé d'importance à la pénétration pour cette raison-là. Puis la médecine s'est développée comme ça. Puis encore aujourd'hui, quand on entend relation sexuelle, on entend pénétration. Quand on parle de première fois, on entend nécessairement pénétration. Quand on parle de virginité, quand on parle de nombre de partenaires sexuels, c'est tout le temps, c'est comme le référent commun à tout ce qui peut être fait ou imaginé en sexualité. Là. Encore aujourd'hui, malgré qu'on parle de plus en plus du clitoris puis du plaisir, il y a quand même une évolution par rapport à où on était il y a 50 ans, mais c'est encore très, 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 très centré sur la pénétration. On dirait que ça me donne le vertige de t'entendre, mais c'est vrai que ça me fait penser à l'expression relation sexuelle complète. Ouais. C'est quelque chose qu'on entend encore. Oui. Et par complète, on entend pénétratif. Absolument. Oui. C'est encore sur le site web des gynécologues et des obstétriciens du Canada ont défini la relation sexuelle comme étant une pénétration vaginale par le pénis. Ça, c'est fou. On en fait carrément une définition, là, alors qu'une relation, si on s'arrête à ce terme-là, ça fait référence à tellement plus, c'est tellement plus vaste. C'est une forme de communication, de langage, fait que ça devrait juste être ça, mais dans la sphère sexuelle. Là, Bien, pour ajouter peut-être un élément de réponse à ta question de pourquoi est-ce qu'on associe beaucoup pénétration à sexualité, à relations sexuelles, je pense qu'il y a la question de s'imaginer une relation sexuelle. Mettons, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, une image qui a été forte pour moi, c'était de me dire, si tu imagines deux personnes qui font l'amour, qu'est-ce qu'elles font? Puis c'est un homme, une femme qui font une pénétration vaginale par le pénis. C'est ça que moi, j'imaginais. Puis je pense, mettons, à des personnes qui commencent à explorer leur sexualité, qui sont plus jeunes. Puis quand on t'a pas montré qu'il y a d'autres choses que cette pratique sexuelle-là, puisque tu n'as pas de référent en termes d'image, en termes de représentation graphique, si, en fait, on fait juste te montrer cette pratique-là, bien, nécessairement, tu vas aller vers ça, puis... Exact. Puis, Gabrielle, je sais que quand tu as commencé à t'intéresser à la question puis à te lancer dans un projet de podcast, je vais révéler qu'on s'était parlé au tout début. Puis, je me souviens qu'un des termes que tu employais très, très rapidement, c'était injonction. L'injonction à la pénétration. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce terme-là, injonction? Je l'ai repris, très honnêtement, d'un contenu d'une sexologue qui se nomme Myriam Daguizan-Bernier. J'étais sur Instagram et puis je suis tombée sur un de ses carousels. Puis là, c'était des espèces de résolutions. Puis elle disait qu'est-ce qu'on laisse dans l'année suivante, l'année précédente. Merci. Ouais. Puis elle l'avait nommé comme ça. Elle avait dit on se débarrasse de l'injonction à la pénétration. Puis je comprends, mettons, qu'on peut se dire « Oh, tabarouette, OK, est-ce qu'on est vraiment obligé? » Ça peut être un mot qui est considéré comme fort, je comprends. Par contre,
depuis, je sais pas ça fait combien de temps qu'on a commencé, mais ça fait peut-être 15 minutes, on nomme tout plein de choses qui nous poussent à voir la sexualité de cette façon-là. Il y a énormément de choses qui nous poussent à voir la sexualité de cette façon-là, puis à nous mettre des œillères, à s'approprier cette sexualité-là qu'on pourrait peut-être, en fait, en avoir une autre. Pour les gens qui sont pas, comme moi, des étymologistes professionnels, injonction, ça veut dire quoi ce mot-là, une injonction? Ben ça veut dire, c'est être obligé. Le ressenti d'être obligé. Oui. Okay. Ouais. Il y a la notion de pression dans l'injonction aussi. Oui. C'est l'obligation, mais... Ouais. Si je peux rebondir Bien un sûr. peu là-dessus aussi, je pense que l'injonction, elle vient, c'est ça, de tout, du passé religieux, du passé médical, où encore on revient à la fertilité, puis de tout ce qui nous est présenté dans les films, dans les émissions, sans qu'on le... Oui, il y a la pornographie, mais même sans qu'on voit de façon graphique une pénétration, dans la grande majorité des films, c'est sous-entendu qu'une pénétration. L'injonction vient aussi du fait, je pense, qu'on a comme idée qu'une relation sexuelle, encore une fois, là, gros guillemets, va se terminer par ça aussi. Ce serait le point culminant de la relation sexuelle. L'homme jouit, puis il éjacule, puis c'est là que c'est terminé. Donc, c'est comme si ça pouvait pas exister sans ça ou ça pouvait pas se terminer avant d'en arriver à ça. Ça met une pression énorme. Là. Mm-hmm. Puis je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais des premières fois aussi. Tu sais, dans les films américains, il y a beaucoup l'expression genre « Did you go all the way? Mm-hmm. Ouais. Tu sais, est-ce que tu l'as fait au complet? Tu sais, puis quand on sous-entend être allé au complet, c'est la pénétration, alors qu'il y a peut-être plein d'autres affaires vraiment agréables, intimes, le fun, consensuel qui se sont passées qui n'impliquaient pas de pénétration. Mais là, tout d'un coup, aux yeux des pères, on l'a pas fait. On l'a pas fait pour vrai. On n'est pas dans la gagne. Oui, ben aussi juste la notion de... ça date peut-être un peu plus du secondaire. Je trouve que ça fait longtemps, mettons, que j'ai eu ce genre de conversation-là, mais quelqu'un qui dit « Est-ce que tu as couché avec? » Puis là, non, parce qu'il n'y a pas eu de pénétration. Il y a énormément de choses dans le langage populaire. Mais c'est drôle parce qu'il y a, pour vrai, genre 2 semaines, je discutais avec mon chum, puis on discutait comme de première fois, puis je suis moi-même tombée dans ce panneau-là. Genre, j'ai dit « Ah, ben ma première relation sexuelle, c'est... » Puis je faisais référence à la fois où j'ai eu une première pénétration, alors qu'avant ça, j'avais eu comme un moment intime qui impliquait du sexe oral avec la personne qui est devenue mon premier chum. Moi, à ce moment-là, j'avais jamais embrassé, j'avais jamais rien fait là, du tout. Fait que c'était comme, j'ai embrassé cette personne-là pour la première fois. Quelques jours plus tard, il y a eu du sexe oral. Puis quelques jours plus tard, il y a eu une pénétration. Ça s'est comme passé genre dans cet ordre-là. Oui. Mais ce que je considérais, encore aujourd'hui, je me rends compte que ce que je considère comme la première fois, c'est la fois où il y a eu une pénétration, alors qu'il y a eu de l'intimité avant ça. Bien, on a encore, il y a l'avant et l'après, là. Tu sais, il y a la virginité, puis la perte de la virginité, puis la première fois, c'est vraiment, ça occupe tellement de place, puis c'est que ça qui la définit encore dans le langage commun, là. C'est que la pénétration. Avant, ça compte pas, alors que ça devrait être... Il n'y a pas avoir de moment. Il n'y a pas... tout se fait de façon un peu progressive ou aléatoire. Ou c'est une découverte. Là. C'est pas des paliers à franchir. Là. Ça montre à quel point on ritualise aussi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit perdu, c'est quoi, ou gagné, ou qu'on se mette à risque. Le rituel est comme bizarre. Hein? C'est fou. Puis on va se le dire, le mot préliminaire a quand même mauvaise presse un peu aussi. Bien, mauvaise presse. On dirait qu'on l'utilise comme si c'était l'entrée avant de real deal. Les victuailles, ce serait la pénétration, puis les préliminaires, ce serait un petit peu les petites miettes autour qui vont nous amener inévitablement là. Je pense qu'on gagnerait à repenser peut-être aussi notre rapport aux préliminaires. Puis si on faisait juste montrer des préliminaires en images, puis c'est ça, la sexualité aussi. On en parlait un peu plus tôt, mais on dirait qu'il y a un discours de conquérant un peu derrière la pénétration. Caroline, dans ton travail, tu approches beaucoup le corps comme un territoire qui s'inscrit un peu dans le discours aussi du combat, tu sais, veux pas. Est-ce qu'il y a toujours la notion de pouvoir derrière la pénétration? Quand on se fait pénétrer ou qu'on pénètre quelqu'un, est-ce qu'il y a toujours une notion de pouvoir qui est impliquée? Je pense que oui, à cause du mot, principalement, comme tu le disais au début. Si le corps est un territoire, tu sais,
si on pénètre sur ce territoire-là avant d'être invité, on pourrait être accueilli sur ce territoire-là ou dans ce territoire-là, mais on a pas cette façon-là exactement, tu sais, mais on n'a pas cette façon-là de visualiser les choses ou d'en parler. Pénétrer, c'est agressif comme terme quand même. Là. C'est pas quelque chose qui nous amène tout de suite à la douceur ou à l'exploration. Là. Mais mettons, j'avais essayé de réfléchir à cette question parce que c'est une excellente question. Comme c'est. Merci. Non, mais. Non, mais bon, Justin, c'est Creuse les méninges, C'est nous bon. autres. On est pas des niaiseux. on dirait qu'on s'est préparé. pas des épaisses. C'est du sérieux ici, là. C'est du solide. Ça s'entend. Parce que, mettons, est-ce que quand on dit pouvoir, je me suis dit, c'est peut-être pas obligé, c'est pas obligé d'être négatif. Mettons, c'est pas obligé d'être une prise de pouvoir qui n'a pas été concédée par la personne qui Absolument. se fait. Fait que là, il y a plein de personnes, il y a plein de pratiques sexuelles qui impliquent une relation de pouvoir, mais qui est complètement consensuelle et qui est désirée par les deux personnes. J'espère que la pénétration, c'est possible de la pratiquer avec une notion de pouvoir qui est justement qui est concédée. Mais oui. Qui est concédée, mais tu vois, même ce terme-là. Mais je le suis comme- pouvoir, c'est sexy, c'est séduisant. Puis finalement, une relation sexuelle, je pense que c'est un échange de pouvoir qui est fluide, qui Oui, est tant que c'est mouvant. consensuel, pourquoi pas? Vraiment, tu sais, parce que... Puis en fait, c'est que je pense que ce qui est problématique avec cet imaginaire-là, c'est qu'on imagine que le pouvoir est toujours entre les mains du pénétrant, mais Oui, que la ouais. personne qui est pénétrée n'a pas de pouvoir, tu sais. Alors que si tu rides quelqu'un... Gabriel, dans ton balado, tu cites un sexologue qui s'appelle Martin Page et lui, dans son livre Au-delà de la pénétration, il dit une phrase que j'ai déjà entendue et que j'adore et que je suis vraiment contente qu'on nomme aujourd'hui. Il dit « Si la sexualité était une question de plaisir, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes le seraient davantage. » Ouais, je suis complètement convaincue que effectivement, oui, c'est le cas. Mais tu sais, en fait, ça va dépendre d'une personne. Tu sais, c'est pas toutes les femmes non plus qui vont préférer ne pas avoir de pénétration, mais c'est la majorité. Là. Tu sais, si on s'arrête aux statistiques, c'est 70% des femmes qui sont pas capables d'avoir un orgasme avec une pénétration. Ou avec juste une pénétration uniquement, plutôt. Puis environ 30% seraient capables. Mais tu sais, juste... Puis là, il y a encore beaucoup de monde qui vont se dire, ah, tu sais, moi, je suis vaginale ou clitoridienne. Oui. On sait qu'on est toute clitoridienne au bout du compte ou même cérébrale. Tu sais, c'est cette connexion-là, c'est le cerveau, là, l'organe sexuel le plus important. Là. Puis sinon, bien, pour la femme, il y a le clitoris, puis que ça soit avec une pénétration ou en externe, avec la langue, avec les doigts, peu importe, c'est le clitoris qui est stimulé puis qui est excité puis qui bande, au fond, là, tu sais, au même titre qu'un pénis. Là. Plus souvent, les femmes vont préférer la stimulation externe, mais c'est pas non plus toutes les femmes. Puis ça va varier, tu sais, encore une fois, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais ça peut varier d'une fois à l'autre ou d'un partenaire à l'autre. Vraiment. Ça reste que c'est quelque chose qui se vit vraiment en pleine conscience, tu sais, c'est la mode, là, la pleine conscience, mais tu sais, ça peut pas être plus vrai que dans la sexualité, là. Une belle mode, quand même. Oui, puis ce que ça m'évoque aussi, c'est la prostate. Ben, c'est Oui. ça, moi, tu on a fait l'éléphant dans la pièce. Oui, Ben c'est oui, ça, ben oui. le P-word. On sait qu'il y a beaucoup d'hommes hétéros qui ne pratiquent pas la sexualité anale, donc qui ne sont pas pénétrés analement et donc qui n'ont pas de stimulation prostatique. Je me tourne vers toi, Justin, qui a une prostate. Je le confirme. Et à l'autre bout, on a les femmes lesbiennes qui, en moyenne, jouiraient plus que les femmes hétéros. Fait que là, tout d'un coup, on se rend compte que la pénétration, lorsqu'elle est refusée chez les hommes, ils passent peut-être à côté d'un certain plaisir. Mais chez les hétéros, étant donné qu'on se concentre beaucoup sur la pénétration, bien là, on a moins de plaisir parce que beaucoup plus de femmes ont du plaisir grâce à leur clitoris. Fait que là, tout d'un coup, tout ça devient très spécial parce que c'est ça. Le plaisir n'est pas nécessairement au centre des pratiques. Ben, c'est ça. C'est qu'il y a une injonction puis il n'y a même pas de fun. Ben parce qu'on on peut pas t'obliger à avoir du fun. C'est d'emblée pas le fun. On peut pas te dire « aie du fun ». C'est comme ça. C'est pas comme ça que ça vient. Oui, parce que là, tu remplaces une injonction par une autre injonction. Ouais.
ce que tu disais, Gabrielle, on dirait qu'on est dans les mots aujourd'hui. Là. Je pense qu'on est comme dans un imaginaire poétique. Ça doit être le livre de Caroline qui nous fait cet effet-là. Quand il y a un livre sur la table, nous, on vire poète. Hein. Ah ouais. C'est bien. Mais ces mots sont excellents. Mais oui, c'est vraiment à lire. Ça me fait penser au mot « s'abandonner ». Okay. Il peut y avoir quelque chose de très empowering aussi dans l'abandon. Tu sais, l'idée de... Parce que tu disais que tu espérais que ça puisse être pratiqué de façon consensuelle, l'échange de pouvoir, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très beau dans la sexualité quand on réussit à s'abandonner à quelqu'un en qui on a confiance. Là, tout d'un coup, on donne le pouvoir. Tu sais, il y a comme j'aime beaucoup cette idée-là de circulation puis de fluidité, tu sais. Oui. Puis quand je dis que j'espère que ça peut se faire dans une dynamique de pouvoir qui est consensuelle, tout à fait, c'est parce que on peut pas faire abstraction de toutes les dynamiques de violence politique envers les genres dans la société dans laquelle on vit. Puis c'est un peu à la prémisse du balado sur lequel je travaille. J'ai longtemps pas été capable de voir toutes ces dynamiques-là qui... Je pensais que mes relations sexuelles étaient consensuelles, mais pas du tout. Je sais pas trop. Parce qu'il y a une notion de confiance là-dedans qui est vraiment importante. Là. Tu peux t'abandonner dans le plaisir si tu as confiance dans le contexte, dans là où les personnes qui sont là. Si tu n'as pas confiance, bien, il va y avoir beaucoup de retenue. On ne peut même plus vraiment parler d'abandon, je pense, à ce moment-là, de toute façon. Ben non. Ouais. Là, on parle d'une forme de dynamique de violence, en fait. Oui. Puis, tu sais, le mot abandon est intéressant parce que une des raisons pour laquelle on vous reçoit, c'est pour parler de la douleur aussi. Comment s'abandonner quand on est dans un état de souffrance ou de douleur. Et cette injonction-là dont on parle est tellement forte que même quand on ressent de la douleur, on a l'impression qu'on doit pratiquer la pénétration. Je dis « on », mais ce discours-là a beaucoup impacté les femmes. Pourquoi la pénétration est tellement forte dans nos vies que même si on ressent de la douleur, on a l'impression qu'on doit la faire? Bien, pour toutes les raisons qu'on a nommées jusqu'à maintenant, je pense, là, c'est ça qui est normé. La notion de devoir conjugal, quand je l'ai abordée dans mon processus d'écriture, je me disais, OK, est-ce que c'est moi qui ai une vieille idée, tu sais, puis qui présente ça alors que c'est plus vrai? Mais c'est encore très vrai et très présent dans la sexualité des gens. L'immense majorité des femmes qui ont de la douleur à la pénétration vont en avoir quand même, vont dire oui à leur chum avec les mots parce que ils préfèrent avoir le sentiment d'être normal puis de vivre la pénétration ou plutôt de la subir, même, je dirais, là, dans un contexte de douleur. Mais ils vont préférer subir la pénétration malgré la douleur parce qu'au moins, elles vont se sentir normales. Alors que le fait de ne pas être capable ou ne pas avoir envie d'une pénétration va les faire sentir brisées, inadéquates, coupables. Non féminines. C'est associé à toutes sortes de sentiments qui au-delà de faire mal, vont effacer complètement les chances d'avoir du plaisir pour elles aussi. Là. Sûrement la peur de déplaire à leur partenaire aussi. Absolument, la peur de déplaire, la peur de le perdre, la peur... Il y a aussi un discours qui normalise cette douleur-là. Le nombre de fois où certaines femmes vont se faire dire, ou des personnes avec un vagin vont se faire dire, c'est normal d'avoir mal les premières fois. À quel point c'est fondé, cet énoncé-là? C'est faux. C'est fondé sur un beau paquet de mensonges. C'est complètement faux si le désir est vraiment là. Puis, tu sais, ce désir-là, il peut être là. Encore une fois, là, il n'est pas une question de palier ou de progression. Là. Il peut être là une journée, il peut ne pas être là le lendemain. Si le désir est là, avant d'être pénétré, qu'on soit une femme ou un homme, il faudrait avoir envie d'être pénétré. Ça devrait partir de là. La pénétration ne devrait pas avoir lieu avant que la personne qui est pénétrée en ait envie. Il faut qu'elle invite la personne à l'intérieur d'elle et non l'autre qui s'invite ou qui, justement, tu sais, pénétrer, c'est pas... On dit jamais de nos invités qui pénètrent dans notre maison. Non, on les accueille, on les invite. Mais non, puis quand on dit pénétrer dans le cas d'une maison, c'est souvent genre par effraction. Voilà, comme quelqu'un qui pénètre. Tu sais, quand le mot pénétrer, quand on l'utilise dans ce contexte-là, c'est « Hey, toi, t'es pas supposé être dans Home Alone, les voleurs ont pénétré dans la maison. Dans la maison des McAllister. Exactement, qui ont tellement d'argent, mais bref, on en reparlera. Mais ce que
que tu dis, Caroline, ça me fait directement penser à la notion de consentement. Tu sais, quand on parle du consentement, on dit qu'il doit être renouvelé, qu'il est renouvelable, en fait, puis que ça se retire à n'importe quel moment. Je trouve que ça s'applique très bien dans un cas où il y a une douleur qui peut venir et partir et revenir ou pas. Ou, tu sais. Oui, absolument. Puis le problème aussi là-dedans, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dont le corps ne consent pas, mais qui vont même pas... c'est tellement intégré, c'est tellement normalisé qu'elles vont même pas se rendre compte que leur corps ne consente pas. C'est la même chose pour un examen gynécologique ou un examen comme je fais des fois dans mon bureau. Tu sais, les filles viennent, puis des fois, on va me dire... Tu sais, là, j'explique que ça peut comprendre ça, puis des fois, on me dit « Ah, ben oui, tu sais, je suis ici. » C'est comme ils sous-entendent que c'est obligatoire, que ça fait partie du processus, puis sont en général surprises de m'entendre dire on le fera pas nécessairement. Mais là, tu parles de faire des manœuvres qui impliquent... Des manœuvres par intravaginales, où on insère un doigt dans le vagin pour aller traiter des muscles. Puis des fois, elles vont me dire oui, puis tu sais, vraiment, le consentement, il est là, il est éclairé, puis c'est tout le temps très progressif. Puis le moins... Puis tu sais, c'est beaucoup d'observation de subtilité du corps. S'il y a un peu de recul, s'il y a un peu de contraction, s'il y a un peu de tension, s'il y a un peu, tu sais, la tête se tourne. Il y a plein de façons d'observer. OK, tu sais, elle a dit oui, mais il faut observer au-delà de ça. Là, tu sais, je pense qu'on dit que les mots, c'est 10 du langage, puis le reste, c'est 90 mais... Il faut s'attarder à ce 90 %-là. Mon Dieu, il y a une couple de médecins oui. qui pratiquent encore à ce jour, qui mériteraient d'entendre ce que tu viens de dire. Hein? Ouais. J'ai l'impression qu'aussi, des fois, on a tendance à précipiter la pénétration, comme si on considérait que c'est quelque chose qui peut juste se produire comme ça en claquant des doigts, mais j'imagine qu'il y a tout un travail de préparation aussi qui peut aider à recevoir cette pénétration-là. Mais oui, c'est sûr que ça prend une préparation. Là, c'est comme, encore une fois, c'est comme une conversation. Si on rentre rarement dans le vif du sujet d'une conversation tout de suite après allô, là, tu sais. Je pense que c'est un problème de parler de préliminaire, on l'a dit tantôt, mais en même temps, oui, il y a quand même une certaine préparation. Faut que le désir se bâtisse puis se construise. Là. Tu sais, comme je disais, il faut avoir envie de cette pénétration-là. Donc, ça... À moins qu'il y ait eu des sextos d'échanger longtemps. Ça peut venir plus rapidement ou plus lentement selon ce qui précède, justement, le moment de la pénétration. Mais en général, il y a un minimum de temps à allouer à la montée du désir avant d'avoir envie de cette pénétration-là. Puis, il y a des études là-dessus aussi là, qui disent que... il n'y a pas assez de temps alloué à ça en général avant que les femmes ou les personnes avec un vagin s'engagent dans une pénétration. En général, il y aurait eu besoin de plus de temps, mais en même temps, c'est pas juste une question de temps non plus. Là. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Là? Est-ce que... Ou juste laisser le corps lubrifier ou bien prendre le temps de prendre une bouteille de loup, mais aussi, il y a une préparation comme très concrète aussi qui est, il faut que ça rentre là, aussi à un moment donné. Puis j'imagine que quand on parle de pénétration chez les hommes gays, c'est d'autant plus important de la préparation. C'est vraiment important, là, d'être bien dilaté, bien lubrifié, puis respirer, vraiment, là, d'accueillir lentement, là, dépendamment aussi de la grosseur de ce qu'on emménage, là. De ce qui va nous habiter. De ce qui va nous habiter, littéralement. Puis c'est vraiment troublant parce que dans la porno, ils vont souvent couper ce moment-là où, lentement, un des acteurs va rentrer son sexe, le sortir, le rentrer pour comme dilater. Souvent, on va avoir un editing que c'est comme boum. Ah ouais. Fait que nous, ça nous envoie quoi comme message? C'est que je devrais être capable d'un coup de prendre un 12 pouces. Tu devrais être prêt là. En ce moment, genre, tu là, devrais être prêt. Puis tout de suite après qu'on a fini le sexe oral, bon, go. Je suis capable de le prendre d'un coup comme un épée dans un fourreau, tu sais. Comme on disait. Ben oui, puis là, si on se compare à ces images-là, ben là, si on n'est pas prête, on va se sentir inadéquate ou on va se sentir coupable, on va avoir l'impression qu'on n'est pas normal parce que, les images que j'ai vues, la fille ou le gars, il était capable tout de suite, là, tu sais, ça rentrait pif. Exact, il y a des risques de blessure. Après ça, j'ai dit la porno comme si c'était genre une espèce un objet, mais tu sais, il y a évidemment plein de vidéos où ce processus-là de préparation, lubrification, dilatation est présenté, là, puis mais pas suffisamment, là, mais effectivement, il y a de plus en plus de porno féministes, mettons, là, mais c'est quand même pas... c'est pas la majorité. La masse là, de ce qui est disponible.
Je pense qu'il y a différentes façons de préparer le terrain, pas juste de façon physique. Tu sais, on nomme les préliminaires, ce qui réfère comme au sexe oral, au sexe manuel. Mais j'ai entendu quelqu'un dernièrement qui me disait moi, je suis excitée quand j'ai une conversation super deep avec ma partenaire qui n'a pas rapport avec la sexualité, mais là, tu sais, fait que là, je me questionnais, j'étais comme, c'est quand même intéressant de... Genre, je ne l'aborde pas dans mon travail, mais mettons, toutes les différentes façons de préparer une relation sexuelle, de commencer à être excité, de commencer à être dans le mood. C'est ça, j'imagine qu'il y a plein de façons. Oui, mais oui, tu sais, on parlait d'envoyer des textos, faire un compliment, regarder dans les yeux. Il y a toutes sortes de façons de devenir excité. Vraiment. Puis avant d'habiter nos corps, il faut les meubler. Il faut prendre le temps de dresser la table, de s'installer. C'est vraiment une analogie bizarre. Non, ça marche. Oui, ça fonctionne. Ben, est-ce que tu veux dire comme savoir qu'est-ce qui nous excite? Non, c'est pas ça. Non, mais tu sais, comme mettre la table, justement, tu sais, de comme pouvoir accueillir la personne. Préparer accueillir, après se préparer à accueillir. Mettre les ustensiles. C'est vraiment bon. Tu sais, je le disais, l'organe sexuel principal, c'est le cerveau. Fait que c'est pas juste sexuel, là, que ça soit une conversation. Tu sais, t'as eu une journée super stressante, puis que t'as la tête pleine de choses à faire, puis de dérangements qui pourraient survenir. Ben, tu sais, la préparation, c'est aussi là que ça se fait. Là. Il faut dégager cet espace mental-là aussi. Là. C'est pas juste une question sexuelle. Oui, c'est pas juste une question physique. Et non, exactement. On est encore dans les rapports entre le cette corps connexion-là. et l'esprit. Ce que tu nommais, c'est que tu as dit il y a beaucoup de femmes des personnes avec un vagin qui vont avoir des douleurs, mais qui s'en rendent même... Le message se fait même plus, tu sais. Comme ça se rend plus au cerveau, t'es sur le pilote automatique, là. Puis moi, c'est ça. Moi, j'ai vécu avec des douleurs sexuelles au début de ma sexualité pendant à peu près comme 5-6 ans. Puis c'était énormément ça, mais parce que parfois, tu sais, il y a tout ce qu'on nomme depuis tantôt, là. Mettons, le fait de banaliser cette douleur-là, c'est un discours ambiant, puis toi, tu l'internalises complètement. Oui, absolument. Je sais qu'il y a des personnes que certaines douleurs vont faire en sorte que les muscles du vagin se contractent complètement. Donc, c'est juste même pas possible d'avoir une pénétration. Personnellement, c'était pas mon cas. Ça aurait été un bon indicatif que, regarde, arrête, là, ça marche juste pas. Mais j'imagine qu'il y a... C'est ça, je suis pas spécialiste. C'est pas le cas de tout le monde, là. C'est ça. Puis ça me nuit beaucoup, et toutes ces choses-là qu'on nomme, parce que je continuais sans avoir des relations sexuelles avec pénétration. Puis c'est ça, tout ce que tu nommes depuis tantôt, c'est horrible, en quelque sorte. Là. Tu devais pas tellement appréhender ces moments-là. Oui, mais c'est moi qui les initiais en plus. C'est ça, mais c'est là que ça devient vraiment bouleversant. C'est que malgré tout ça, même si on est en contact avec notre corps, la fameuse injonction puis les fameux messages qu'on a entendus pendant toutes ces années sont tellement puissants et tellement forts qu'on en arrive là. Oui, puis je pense que quelque chose que j'aurais tellement bénéficié qu'on m'en parle plus, qu'on parle pas assez, c'est le plaisir pour les femmes. Moi, j'avais une idée, ou je pensais avoir une idée quand j'étais au secondaire de c'était quoi le plaisir sexuel, mais je te le dis, Gabrielle, d'aujourd'hui, c'est pas ça pantoute, là, c'était pas ça. Mais j'ai des petites nouvelles pour toi, ma chum. Mais personne me, tu sais. Puis après, c'est tellement difficile d'expliquer, mettons, à des ados, c'est quoi le plaisir sexuel. Mais je sais pas non plus comme quelqu'un qui fait de l'éducation à la sexualité, peut-être que c'est pas si difficile que ça. Bref, c'est pas un sujet qui est assez abordé, puis c'est entre autres ça qui a fait que je me suis pas posé de questions pendant tellement longtemps, puis que je continuais à aller, puis tout ce que tu racontes là-dedans. On se bat contre une culture, tu sais. Fait que oui, il faut éduquer, il faut en parler dans les écoles, aux adolescents, plus tôt, mais tu sais, le plaisir, ça commence bien avant la sexualité, là, aussi, tu sais, comme le consentement. Mais tu sais, c'est qu'est-ce qui fait du bien quand on touche à un endroit qui n'est pas nécessairement une partie sexuelle, là, de l'apprendre ailleurs sur son corps, puis après ça, bien, de permettre que ça se déploie
aussi sur nos parties sexuelles. C'est un apprentissage qu'il faut qu'il se fasse au rythme de chaque personne. Fait que il faut que ça soit absent d'une quelconque injonction, là, tu sais. On veut... Oui, mais ça me parle énormément ce que vous dites parce que j'ai réalisé récemment, en écrivant un texte dans un recueil qui s'appelle « Libérer la culotte », où je réfléchissais au fait que quand j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité adolescente, avant même de le faire, à m'y intéresser, je me souviens vraiment très concrètement qu'avec ma meilleure amie, on lisait des magazines. Puis dans tous ces magazines-là, ça disait 10 trucs pour le rendre fou au lit. Genre, comment être une déesse du sexe. Mais tous ces titres-là, puis tous ces articles-là qu'on lisait, genre en anglais, dans le Cosmopolitan, ça nous expliquait comment plaire aux hommes. Oui, tu sais, là, on est dans une dynamique hétéro. Mettons, ça nous expliquait comment plaire aux hommes. Ça nous expliquait pas comment faire une introspection pour savoir ce que nous, on aime. Ça nous disait pas, par exemple, que la masturbation pouvait être quelque chose qui amène à découvrir son propre plaisir. Tout ça n'était pas abordé. C'est pas là qu'on nous amenait. Et là, donc, si on revient à l'idée du script pénétratif dont on parlait un petit peu plus tôt, là, tout d'un coup, toi, comme jeune femme, tu sais, je parle de mon expérience comme jeune femme, tu te dis, OK, mon rapport à la sexualité, ça va être plaire aux hommes et recevoir une pénétration. Tu sais, no wonder qu'à aucun moment, on se demande, hey, moi, j'aime ça. Est-ce que, genre, je peux peut-être espérer demander avoir un orgasme? Est-ce que c'est quoi les codes de mon corps que je peux reconnaître pour savoir si j'aime ça? Comment, tu sais, tout ça était très confus, je me souviens, mais on pensait que c'était clair. Non, oui, étrangement. c'est ça. On nous amène pas à se poser ces questions-là parce qu'on c'est tellement normalisé depuis tellement longtemps. Tous les adolescents, là, on va leur dire « Ah, tu sais, ça va être malade là, quand tu vas baiser pour la première fois, tu vas jouir, puis tu sais, c'est donc extraordinaire la sexualité. » Il va y avoir des feux d'artifice. Comme dans les films. Tous les mots qu'on leur donne, toutes les images qu'on leur donne, c'est tout associé à la jouissance. Puis, tu sais, on pourrait aller plus loin, conquête, tout ça, mais tu sais, juste le fait que c'est axé sur leur plaisir. Puis, les filles, on va leur... Avant même qui a exploré la sexualité. Là. On lit, moi aussi, je les ai lus. Là, je pense que c'était Fille d'aujourd'hui que ça s'appelait. Oui, j'étais abonnée, mon aussi. Puis, tu sais, c'est exactement ça. On parle de la jouissance du gars. On dit à la fille, ah, ben, tu sais, ça va faire mal, mais c'est normal. Si tout le monde pense que c'est normal, mais pourquoi tu te poserais des questions? Puis, il faut que ça soit une pénétration, puis ça va faire mal, mais c'est ça que c'est. Fait que pourquoi tu chercherais à l'éviter si tout le monde te dit que c'est inévitable? C'est comme ça que ça va se passer. Oui, puis si jamais tu le nommes que tu as mal, bien là, ça se peut qu'on t'invalide parce que tout le monde considère que c'est normal. Ouais. Puis selon vous, c'est quoi les risques ou les conséquences potentielles d'invalider à ce point-là ces douleurs-là qui sont ressenties ou pas? Ben, le risque, c'est très concrètement, là, les neurosciences le prouvent maintenant, là, quand on invalide la douleur de quelqu'un, sexuel ou pas, ça nourrit la douleur, ça va augmenter les... Bon, on n'est pas obligé d'aller dans tous les détails là, neuroscientifiques, mais ça va venir ajouter à l'expérience douloureuse là, en intensité ou en durée. Fait que ça, c'est le premier risque. Après ça, ben, ça nourrit cette normalisation-là, ça va aussi nourrir la déconnexion dont tu parlais tantôt, Gabrielle. C'est comment ça fait mal. Pourquoi j'essaierais de me connecter à cette partie-là de moi-même si tout ce qu'elle me procure, c'est de la douleur? Je suis aussi bien d'essayer de m'en détacher. Puis si tu t'en détaches pour avoir moins mal, mais tu vas aussi avoir moins de plaisir. Parce que ben oui, puis moi, je me suis longtemps fait dire... pas par mes chums ou whatever, mes ex-chums, mais comment on illustrait ça, c'était « t'es dans ta tête ». Mais c'est ça. C'est ça, la déconnexion. Là. Quand, mettons, t'as du plaisir, t'es dans une relation sexuelle, tu t'abandonnes à cette personne-là. C'est oui, psychologique, mais très physique aussi. Quand tu ne veux pas être dans ton corps parce que ça te fait mal, ben là, c'est où tu te réfugies. Et le corps a une très bonne mémoire aussi. J'ai l'impression que quand on lui fait violence puis qu'on l'écoute pas, on se le fait dire, puis ça nous revient beaucoup pire. J'ai comme l'impression que le corps est un espèce d'organisme en soi qui nous parle. Puis dans ton discours, Caroline, dans ton livre « Habiter nos corps », justement, que beaucoup de gens qui viennent te voir n'ont pas d'air dans leur corps, qui manquent de l'air à certains endroits de leur corps, comme si tu étais une porteuse de vent qui allait finalement remplir d'air des endroits où les personnes ne respirent plus à ces endroits-là. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de cette philosophie-là d'amener de l'air à certains endroits. Oui, bien en fait, c'est à la fois très concret et très poétique ou métaphorique. C'est vaporeux, c'est dans les nuages.
On a besoin d'oxygène, on a besoin de respirer pour vivre. Puis souvent, on imagine la respiration, on s'arrête au poumon, là, mais chaque cellule de notre organisme a besoin de cette respiration-là. Puis cette respiration-là, l'oxygène, ça voyage dans nos vaisseaux sanguins. Donc, ça voyage jusqu'à toutes nos cellules, à travers tout notre corps. Puis c'est vrai dans le plancher pelvien, mais c'est vrai dans l'ensemble du corps. Quand on va vers quelque chose, mais avec une retenue, quand on y va, mais on n'a pas vraiment le goût d'y aller, on sent une certaine menace, un degré d'insécurité, on se sent pas bien, mais on va y aller avec un certain niveau de tension musculaire. Puis ce que ça fait, cette tension-là, bien, c'est que ça vient comprimer les vaisseaux sanguins. Puis le souffle ou l'air ou la respiration, bien, ça voyage là-dedans. Fait que si on comprime ça, qu'on le garde tendu, qu'on le garde comprimé de façon prolongée, répétitive ou trop intense, bien, à un moment donné, ça ne sait juste plus comment se détendre. Puis c'est un des exemples que tu nommais tantôt, Gabrielle, là, quand les muscles se contractent tellement fort que la pénétration n'est pas du tout possible. Ça ne va pas tout le temps jusqu'à ce point-là. Mais, tu sais, il n'y a personne ici, là, si je disais, venez, on va aller, je sais pas, on va aller toucher un rond de poêle là-bas, on va aller se mettre la main dessus, ça va faire mal, ça va être le fun. Bien, personne n'a le goût d'y aller, là, tu sais, on va... Mais si on est obligé de le faire, on va y aller, on va se retenir un petit peu, on va... Puis on se souvient de ça, notre corps se souvient de ça. Puis s'il s'approche à nouveau d'un rond de poêle qui est rouge, mais qui n'est pas nécessairement brûlant pour vrai, bien, il va y aller avec retenue quand même, parce que c'est le souvenir qu'il en a gardé. Oui, c'est une forme de choc post-traumatique, en fait, oui, qui se réactive. C'est une empreinte, là, tu sais, ça, sur le territoire. J'adore. Il y a certaines personnes... en parallèle de tout ça, qui ressentent constamment de la douleur lors de la pénétration. On peut notamment penser aux personnes qui souffrent de vaginisme. On pourrait expliquer ce que c'est. Dans ton livre, Caroline, tu soulignes même que 10 à 30 % des femmes vont ressentir de la douleur pendant les relations sexuelles au cours de leur vie. Oui. C'est énorme. Personnellement, c'est plus que ce que je pensais. Puis c'est probablement sous-estimé en plus, là, parce qu'on le sait que c'est probablement pas toutes les femmes qui en parlent, là. Mais oui, c'est énorme. C'est autant ou plus que les personnes qui ont des migraines ou des maux de dos. Fait on sait à quel point c'est commun, là. Ah oui, alors que proche de chez nous, il y a un magasin qui s'appelle Tout pour le dos. Oui. C'est vrai? Ouais. On peut avoir un magasin Tout pour le vagin, vaginisme, s'il vous plaît? Ben, ce serait pas pire. C'est excellent. Mais justement, tu dis que c'est probablement sous-estimé. Puis là, ça m'amène à te poser la question de la banalisation, inévitablement, parce que j'ai l'impression que quand on parle de douleur des femmes, c'est inévitablement le sujet de la banalisation qui embarque. Là. Oui. Je veux dire, on est tellement là-dedans. Pourquoi, selon toi? Pour les mêmes raisons encore, là, le système, théologique, le patriarcat. le patriarcat, la culture de performance beaucoup aussi, qui est un merveilleux legs du patriarcat, tu sais, même si d'un point de vue du legs, mettons, de la religion, tu sais, je pense qu'il y a quand même eu beaucoup d'évolution là, par rapport à tout ça. Mais en même temps, pour rejeter tout ce passé religieux-là qui est lourd de problèmes, là, on a aussi jeté avec ça toute la notion de spiritualité. Puis là, on a le système médical comme nouveau dieu, un peu, là. Puis ça, ce système-là, ben, c'est celui qui voit la femme comme étant comme ayant une santé reproductive, mais pas nécessairement sexuelle. La femme est une version moindre de l'homme, là, dans son anatomie, dans sa façon d'être depuis toujours, là. Donc, tout ce qui est associé au féminin est moindre. T'sais, si la femme a mal, c'est pas si important, c'est parce qu'elle est plaignarde, c'est parce qu'elle est hormonale, c'est parce qu'il y a tout le temps quelque chose d'autre pour justifier sa douleur. C'est un caprice ou elle est faible. Ou... C'est dans sa tête. C'est dans sa tête, beaucoup. T'as juste à prendre un verre de vin, t'es trop stressé. Hey, t'as-tu pris des Advil? Un Kim Crawford puis une Advil? Ça n'a pas d'allure. Puis c'est fou. Puis quand ces femmes-là arrivent dans ton bureau avec tout leur bagage, par où tu commences? Je commence par lui demander ce qui l'amène chez moi. Puis je la laisse parler. Puis à partir de là, je vais poser des questions. Puis ça va être très, très, très dépendant de ce qu'elle va choisir de me raconter. Puis souvent, à la première rencontre, je pose pas beaucoup de questions parce que je suis souvent la première personne qui les invite à parler. Donc, ils en ont souvent long à dire. Ils ont souvent vu plusieurs médecins professionnels.
personne qui a vraiment pris le temps, parce que ça prend du temps aussi, là. Dans un système de performance, on manque de temps tout le temps. Fait que ça prend du temps. Dans le fond, c'est selon ce qu'elle va choisir de me dire que je vais pouvoir interpréter qu'est-ce que je perçois comme étant une priorité pour elle ou une difficulté pour elle. Puis, ben, c'est de la navigation, là, ça... Puis est-ce que les relations sexuelles sont au cœur de ce discours-là ou ton approche? Est-ce que tu vas souvent les gratter? Oui, je vais pas toujours... Ben, il y en a de plus en plus qui vont me consulter spécifiquement pour ça, ce qui est un immense progrès, je trouve, par rapport à il y a juste 10-15 ans. Ouais. Parce qu'avant, on venait juste pour du postpartum, puis par la bande, puis tu sais, on venait, je viens en postpartum parce que je suis supposée de faire ma physio périnéale. Puis en parlant, au fil des rencontres, au fil des questions, oui, j'ai eu mal, mais c'est pas mon accouchement, j'ai toujours eu mal. Ouais. Ah ouais, mais là, tu sais, là, on va creuser ça, puis pas juste pitcher ça, tu sais, dans un face-à-face. C'est pas normal. Faut pas que ça soit un affrontement non plus. Mes premières années, les femmes venaient pas me voir parce que elles savaient que je pouvais les aider avec leur douleur, là, parce que c'était normalisé dans leur tête. Elles vivaient avec ça pour le reste de leur jour, là. Quand on est accueilli comme pour la première fois par quelqu'un, comme tu dis, qui t'écoute mettre des mots sur cette situation-là, mettons, ça dépend comment tu as été diagnostiqué ou qu'est-ce qui t'a amené à aller voir une physio-périnéale. Moi, je me rappelle mon premier rendez-vous en physio-périnéale, puis c'était pas avec toi. Je suis pas sa cliente. Oui, vous connaissez, mais pas de cette façon. C'est ça, non. Mais j'ai pleuré, là, parce que c'était comme... Je parlais, puis je me rendais compte de ce que je disais, je pense. Puis ça, tu fais comme... Ouf! C'est confrontant, Comme là. quoi? Quel genre de choses tu pouvais dire? Au début, là, tu sais, quand là, tu vis des douleurs pendant plusieurs années, quand tu te rends compte tout ce que tu t'es fait vivre, au final, là, moi, en tout cas, pour moi, ça a été super violent parce que j'étais comme, mais c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Tu sais, comme je vous ai dit tantôt, j'instiguais moi-même ces rapports-là. Tu sais, voyons donc. C'était toujours un petit clou de plus dans une plaie. Tu mets des mots sur des situations que tu t'imposes depuis des années, puis là, tu te rends compte du dommage que tu t'es fait. Puis c'est ça, c'est gros. Ça doit donner une espèce de vertige, en fait. Oui, parce qu'après, c'est de se dire, c'est quoi finalement ma conception de la sexualité? Parce que la sexualité, c'est une grande partie de notre identité. Fait que là, il y a un ménage à faire là-dedans. Là. Fait qu'il y a du travail à faire. Là. Puis dans le cas des femmes qui font du vaginisme, qui est comme une contraction involontaire des muscles du vagin, très douloureuse, est-ce que, c'est vraiment intéressant d'en discuter, d'amener de l'air, mais concrètement, qu'est-ce que la physiothérapie peut faire pour le vaginisme, mettons? T'sais, on pense que la physio-périnéale, ça va aller juste traiter le périnée, là, mais c'est la première chose qui est importante de comprendre, c'est que on va regarder ça de façon plus multidimensionnelle que ça. Souvent, on va travailler conjointement avec soit une sexologue ou une psychologue ou une psychothérapeute, mais parce que c'est cette connexion-là, corps-esprit, qui est importante. On peut pas traiter juste un ou juste l'autre. Puis de façon plus physique, il y a des exercices de prise de conscience pour reconnecter, là, très concrètement, amener une meilleure connexion au niveau des neurones, au niveau des cellules, entre le cerveau jusqu'aux muscles, pour développer cette conscience-là, pour développer la capacité à les faire bouger. Si ça bouge, ça circule, ça respire. Puis si on est capable d'y bouger, on peut aussi les détendre. Parce que souvent, ces muscles tendus, les femmes sont même pas au courant que leurs muscles sont tendus. Il faut d'abord prendre conscience qu'il y a de la tension là avant d'être capable d'apprendre à les détendre. Si on ne sait pas qu'ils sont tendus, on n'aura pas le réflexe de se dire qu'il faut les détendre. Là, est-ce que des fois, la réponse, ça peut être hey, « tu sais quoi? T'es pas obligé de... » Ben oui. À mon avis, il y a des gens qui vont être dans la recherche de solutions pour être éventuellement capables d'être pénétrés, si on parle d'une personne avec un vagin. Mais j'imagine qu'il y a certaines personnes seules ou bien en concertation avec des professionnels comme des physiothérapeutes qui vont dire, ben moi, en fait, ça me va très bien de ne pas être pénétré, puis on peut laisser ça comme ça, tu sais. Oui, absolument. Oui. Comme tu le dis, ça n'a absolument pas besoin d'être ça l'objectif. Mais si c'est ça l'objectif, souvent, on va quand même tasser ça du portrait pour un certain temps. Puis inviter la personne à dire, OK, là, pendant un certain temps, on va vraiment enlever cette injonction-là.
explore ta sexualité autrement parce que il faut trouver notre désir, il faut connecter avec notre désir, avec le plaisir, puis il faut vivre des expériences sexuelles agréables. Puis on n'a pas nécessairement besoin de parler d'orgasme, là, tu sais. Mais il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit désiré. Tu t'en parlais tantôt, là, on a beaucoup appris à être désiré par l'autre, mais on n'a pas appris à désirer nous, puis à reconnaître qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut. Souvent, on s'est juste jamais posé la question parce que c'était pas important. Fait que, on met la pénétration vraiment, on la sort du portrait, là, puis on explore ça autrement. Puis éventuellement, on la ramène quand il y a du travail qui a été fait, puis que l'ouverture, dans tous les sens du terme, est plus présente. Là. Puis même de mémoire, parce que Caroline participe au balado sur lequel je travaille, il me semble que tu m'avais parlé d'études qui allaient dans ce sens-là, c'est-à-dire qui disaient la recherche de plaisir peut être une bonne façon de traiter la douleur plutôt que de comme focusser sur la douleur, on focus sur avoir des expériences positives, ce qui pourrait éventuellement aider à enlever cette douleur-là. Puis c'est vrai, tu sais, pour n'importe quelle forme de douleur, là, sexuelle ou pas, mais tu sais, dans le fond, on se rend compte, parce que la douleur, c'est une autre affaire, là, tu sais, qui n'a pas été étudiée beaucoup, là, comme la santé des femmes. On commence à bien connaître comment ça se manifeste ou comment ça fonctionne, puis de chasser la douleur tout le temps puis de mettre le focus là-dessus, bien, c'est pas tellement efficace, finalement, pour régler le problème. Il faut mettre le focus sur le plaisir, le bien-être, ce qui est agréable, ce qui est souhaité, puis encore une fois, sans injonction, là, sans attente. C'est vraiment de l'exploration, là, prendre plaisir à cette exploration, puis s'adapter là, d'une fois à l'autre. Là. Ben oui, puis on a beaucoup parlé du lien entre le corps et l'esprit. Je trouve que ce que tu dis, c'est une rééducation physique. Je ne sais pas si le mot rééducation, c'est le bon mot, mais on travaille à la fois sur réapprendre quelque chose physiquement, mais aussi réapprendre quelque chose psychologiquement aussi, transformer peut-être la vision, puis changer sa vision de la sexualité. Tu sais, je repasse à ton image des ronds de poils. Tu sais, faut qu'on réalise que tout d'un coup, ben, le rond, il n'est pas brûlant, dans le fond. Tu sais, on peut s'en approcher. Donc, il y a quelque chose de très holistique, j'imagine. On parle beaucoup de ce que les conséquences de cette injonction-là sur les femmes, les personnes avec des vagins. Est-ce que c'est les seules victimes de cette injonction-là? Est-ce que les hommes ou même les hommes gays sont pas un peu aussi... Est-ce que tout le monde n'y perd pas au change, finalement? Je pense que oui. Tout ce qu'on a dit, on a parlé de femmes puis d'hommes, mais on aurait pu parler de pénétrants ou de pénétrer. Là. Ça reste vrai, là, que ça soit une pénétration vaginale ou une pénétration anale, c'est la même chose. Là. Il faut qu'elle soit désirée, cette pénétration-là, par la personne qui la reçoit. Il faut que la personne qui pénètre soit invitée à pénétrer. Donc, c'est ça qui fait toute la différence. Puis, ça va aussi affecter ceux qui pénètrent parce que ça nous ramène dans la culture de performance. Puis cette pression-là, il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes de dysfonction érectile, puis on parle pas juste de manger, là, c'est vrai à tous les âges. Donc, il y a beaucoup de honte associée pour une personne qui a un pénis qui a de la misère à bander à cause de cette injonction-là. Puis encore une fois, c'est sûr que c'est probablement plus multidimensionnel que ça, mais ça les affecte eux aussi. Là. Ouais, la pression de devoir rester dur aussi tout le long, c'est quand même stressant, là, je dirais, de pouvoir être ce conquérant-là du territoire. Oui, puis je me permets de te relancer la question. Toi, comme homme gay, tu l'as nommé dans ta question, donc j'imagine que tu avais peut-être quelque chose en tête derrière ça. Je peux partir ma cassette. On t'écoute. As a gay man. As a gay man in America. In Québec. 2020. C'est sûr qu'on a une communauté où la pénétration est assez centrale aussi, là. C'est sûr que tu vas sur des applications comme Grindr, sûrement que vous connaissez un peu, là. Une app pour avoir des hook-ups entre hommes. Souvent, on va afficher sur nos profils nos positions de pénétration. Fait que soit top ou bottom, ou versatile, si tu fais les deux. Donc, top, c'est le pénétrant, bottom, c'est le pénétré. Ou versatile, mais on se méfie un peu des versatiles. On dirait que c'est pas un beau branding à avoir parce que souvent, les gens veulent une relation sexuelle très scriptée sur Grindr. Okay. Donc, quand t'es versatile, c'est comme bon, branche-toi. Je pense que ça va être plus compliqué, c'est tout ça? Quand tu te brandes comme versatile, souvent, quand il y a des personnes qui cherchent trop quelque chose de dichotomique, faut arrêter de te répondre, mettons. OK. C'est comme, t'es un ou l'autre, là, branche-toi, là, tu sais. Puis c'est pick très... a side and stay there. Puis c'est très appauvrissant, je pense, pour nos sexualités. Ouais. Tellement. Et là, il y a une nouvelle expression qui est sortie sur Grindr, c'est « side
Donc, It's the new thing? it's the new thing. Fait que tu pourrais comme... Trendy? C'est pas si trendy, Non, ça mais... me semble que j'en ai entendu parler. Et comme... en fait, c'est pour t'afficher comme un homme ou une personne qui ne pratique pas la pénétration. OK. Donc, tu peux maintenant, dans ton profil Grindr, écrire que ta position, c'est side. Ça, est-ce que tu sais comment c'est perçu, cette position-là? J'ai pas vu beaucoup de personnes qui se sont affichées comme ça. Déjà, le mot, je trouve ça un peu particulier. Là. Ça veut dire quoi? Tu restes on the side? T'es un side dish? C'est quoi l'étymologie de ça, là? Ouais, Mais moi, on c'est- dirait que side, ça me fait penser à quelqu'un qui est couché sur le côté, genre Rose dans Titanic, et side un peu, là. tu sais. Ouais. Elle est comme Ouais, couchée ouais. langoureusement sur le Fucking côté. side, ouais. Mais Ouais, ça, c'est side. c'est-tu dans la passivité? Tu sais, c'est-tu à ça que ça Ah fait ouais, je sais référence? pas, hein. C'est Ouais. ça, c'est comme si t'étais pas dedans, littéralement. Ben là, on revient Ben- totalement à ce qu'on dit depuis le début. Ouais. C'est-à-dire, si tu ne pénètres pas, que tu n'es pas pénétré, tu participes pas. T'es En pas fait, dans la ça, game. Exact. ça on- sert ça revient au exactement même. le après propos. ça, Là. No Shade à Grindr, c'est quand même nice qu'ils aient ajouté ça Ouais, sur leur plateforme, sachant que les utilisateurs et utilisatrices l'utilisaient déjà dans leur slang. Mhm. Mais encore là, j'ai comme l'impression qu'on a une grande pression de pénétrer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pénétration anale, ça vient tout avec un poids aussi d'être propre, de se sentir propre, puis il y a aussi l'obsession de la propreté dans nos communautés. Là. Un petit dégât, une date Grindr, des fois, ça peut jeter un fret. Là, Ouais. tu sais. Mm. Mais ça me fait aussi penser, tu sais, parce qu'on parle de douleur, puis là, on parle de communauté gay, puis je fais un lien avec un de nos précédents épisodes sur le sexe anal, où on avait reçu Koale de Afterglow, qui est aussi cinéaste et restaurateur et marchand de plaisir, comme il s'était présenté. Ouais, c'est cool, ça. Puis lui, il avait dit quelque chose aussi sur le fait qu'on vous dit là, de façon très claire, quand vous commencez dans la sexualité en tant qu'homme gay, ça va faire mal. Le sexe anal, ça va Ouais. faire mal. Puis lui, il était un peu contre aussi ce Ouais. message-là de douleur. Tu sais, je trouve que ça fait un recoupement avec ben oui. Ouais, ce qu'on vraiment. nous dit, tu sais, rapidement. Ouais. Puis ça m'a fait mal, ma première fois. Ça m'a fait vraiment mal, en fait. Mais encore une fois, je ne m'étais pas écouté. Mm. Puis, tu sais, moi, en tout cas, c'est un peu, on verra son coupe sur montage, là, je vais dormir là-dessus. Puis, j'avais menti à mon premier copain. J'avais dit que j'avais beaucoup d'expérience. OK. Donc, je m'étais brandé, là, comme un gars qui en avait vu des vertes et des pommures par en Ouais, arrière. t'avais roulé ta bosse. là. J'avais roulé ma bosse, puis je m'étais fait rouler dessus. Mais c'était faux. Donc, en fait, j'avais prétendu avoir de l'expérience. Donc, quand il est arrivé puis qu'il m'a pénétré pour la première fois, lui, dans sa tête, Tu connaissais Ok. ça. on avait, Ouais, ouais. on avait 16 ans. Là, tu sais, bon, on n'était pas non plus aussi expérimentés. Mais ça m'avait fait vraiment mal. Puis pour live up to my fantasy, puis pour qu'il ne doute pas que j'avais menti, j'avais fait semblant de rien d'être un vrai pro. Là, tu sais. Mais ça m'avait tellement fait mal. Puis je m'étais dit, ça peut pas être ça. Tu sais, ça se peut pas que ce soit ça. Là, tu sais. Puis mais je l'aimais vraiment. Là, tu sais, fait que- puis c'était consentant. Mais je m'étais dit, ben, coudonc. Mais on revient à la notion de flou, tu sais, C'est aussi. ça. Mais comment tu t'es senti que ça t'ait fait mal? Je l'aimais tellement, tu sais. Fait que c'est full ambivalent parce que t'as quelqu'un, tu connectes avec une personne tellement profondément, mais t'es dans cet état-là de douleur, puis tu veux en même temps, comme, live up sur tes mensonges. Fait que c'est Mm. comme full ambivalent. Tu Comme, veux plaire. tu veux C'est plaire, ça, t'as peur de le perdre ou C'est de ça. de ce qu'il va penser de toi, là, si... mais c'était une expérience super positive parce que j'étais avec quelqu'un qui me respectait puis qui m'aimait. Mais je peux pas imaginer si ça s'était passé dans un contexte de party ou où le consentement était plus flou. C'est quoi l'image que j'aurais eue, tu sais, de la pénétration? Ouais. Mais tu vois, j'essaye d'explorer ça un peu comme dans les derniers jours, justement, là, parce que je trouve ça extrêmement complexe. Puis l'exemple que tu donnes l'illustre bien, je trouve. Ça te fait mal. Mettons ça, c'est un point négatif. Mais il y en avait plein de points positifs dans cette relation-là. Comment toi, tu ressors de cette expérience-là? Là, tu sais, tu parles d'une expérience. Je me dis, c'est quand même... C'est complexe, le consentement, au final. Parce que là, tu... Oui, Ben, lui, il mais... pouvait pas savoir que moi, j'étais dans un état de douleur quand même intense. Après ça, j'étais pas en train de me blesser, là. Mais effectivement, c'est assez complexe parce qu'il aurait techniquement dû remarquer que quelque chose clochait, mais en même temps, c'est Ça comme prend quand même de tricky, là. l'expérience, là, tu C'est sais, ça. faut... on est... Ouais. Puis, tu sais aussi, je fais beaucoup de yoga. En tout cas, là, vous allez voir, ça rapporte. Ben là, Et- vante-toi pas. Et là, je suis ça vraiment va. fucking bon en yoga. Et quelque chose que j'ai appris au fil des années avec le yoga, c'est qu'il y a une grande différence entre l'inconfort et la douleur. Et je pense que c'est normal, peut-être, je fais attention au mot normal, là, mais je pense que c'est normal de ressentir un inconfort pour la pénétration anale, personnellement, en tout cas au début. Le temps que le corps comprenne que quelque chose essaie de l'habiter. Et une fois que comme tout ça, le corps a compris que c'était pas une agression, que le corps a accepté ce qui se passait, là, l'inconfort s'en va puis le plaisir embarque. Mais il y a quand même un moment de transition où il y a l'inconfort initial.
pour la pénétration anale, là. Je peux juste parler pour ça, là, mais et je pense que ça m'a pris du temps avant de comprendre la différence entre l'inconfort et la douleur. Je me demande, ça, est-ce que c'est discuté dans les communautés homosexuelles entre hommes? Le fait que, OK, ça va prendre un certain temps, tu sais, si on te dit au début, OK, ça va faire mal, est-ce que, tu sais, c'est quoi comme le discours autour de la douleur? C'est comme un discours un peu plus souterrain, j'ai l'impression. OK. On n'a pas la grande tribune pendant des millénaires comme les hétéros. Mais je pense que c'est Les hommes hétéros, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que Those je white voulais dire. guys, you Mais know. tu sais, souvent, je vais voir des memes passer, mettons, sur des pages Instagram de memes gays, mettons, puis c'est comme... j'en ai vu un ce matin, justement, puis c'est genre, quand tu viens de finir de baiser, puis que t'as un top, puis c'est genre, je vais faire ma journée, tout va bien, je me sens léger. Puis quand t'es un bottom, pourquoi je me suis mis dans cette situation-là, tu sais? Fait qu'il y a comme une espèce de rire un peu macabre de cette situation-là où les personnes pénétrées sont encore une fois un peu les... Puis après ça, je suis sûr que... Je suis pas en train de dire que c'est pas le fun, la pénétration, puis tout, mais il y a quand même un discours, je pense, où c'est peu discuté, là, cette notion-là de douleur ou d'inconfort. Ouais, c'était ma minute gay. Ouais. Mais là, on a parlé d'hommes gays. Je sais, Gabrielle, que dans tes recherches pour ton podcast, tu as parlé aussi à des hommes hétéros de ce sujet-là. Qu'est-ce qui est ressorti de... Mais ça revenait quand même à ce que tu disais, Caroline, là, par rapport à la performance, mais il y avait quelqu'un qui me parlait que dans sa vie sexuelle, au début, dans son adolescence, elle sentait beaucoup qu'elle devait driller. Puis c'est une personne avec un pénis. Puis elle, de sa quote, disait « C'était crissement stressant. » Je comprends, tu sais. Puis driller au sens de... De pénétrer. Puis j'imagine qu'il y a une notion aussi de vitesse, là, ouais, j'imagine, là-dedans. Fait que ça revient à... Tu sais, quand t'as reçu un manuel d'emploi sur ce que tu devais faire, mais c'est quelque chose qui doit être plaisant, tu dois être complètement là, il y a du plaisir qui doit y être associé, mais on t'a donné une petite case pour rentrer dedans, puis toi, tu ne fites pas dedans. Peu importe ton genre, ton orientation sexuelle, il va y avoir une pression, ça va être stressant, puis tout. Fait que c'est ça. Là, c'est sûr qu'on parle beaucoup de la pénétration comme quelque chose qui crée de la douleur. On parle des rapports de pouvoir, mais il y a forcément des manières pour que la pénétration soit un acte qui est agréable. Si ça ne l'est pas, il y a probablement des pistes de solutions pour qu'elle le devienne. Qu'est-ce que ce serait ces solutions-là, ou du moins cette manière-là de voir la pénétration comme quelque chose de positif? Bien, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est arrêter d'en faire une injonction, là, parce que ça ne sera pas possible qu'elle devienne... ou en tout cas, ça rend le processus beaucoup plus difficile de trouver le plaisir là-dedans si on se sent forcé à trouver le plaisir là. Si on est forcé à manger quelque chose, à aller quelque part, il y a rarement une notion de plaisir associée à ça. Je pense que pour que le plaisir se trouve dans la sexualité, que ce soit dans la pénétration ailleurs, il faut absolument et impérativement sortir la notion de performance de la relation sexuelle, de nos lits. Je pense que c'est là que ça commence, là. Il faut de l'espace pour accueillir le plaisir dans l'espace qu'on habite avec la personne, mais dans notre corps, concrètement, dans le bassin qui est... peu importe que ce soit celui qui pénètre ou qui est pénétré, ça prend de l'espace dans le corps, ça prend de l'espace dans la tête, ça prend de l'espace dans le contexte. C'est pour le chercher sans injonction, puis que ça se manifeste, qu'on l'apprivoise, qu'on le fasse grandir aussi. C'est en trouvant les petits plaisirs ou les petites choses qui nous font du bien, qu'en continuant d'aller là, le plaisir se bâtit puis grandit aussi, là. Mm-hmm. Je me suis entretenue avec une personne qui était dans une équipe de recherche à l'Université d'Ottawa qui s'intéresse au great sex. Ils font des recherches sur le great sex. C'est quand même vraiment cool. Hot, mais oui. Puis au final, ce que ce chercheur-là me disait, c'est niaiseux comment c'est basic, là. Parce que ta question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que la pénétration soit agréable ou... Puis... Mettons, moi, je pense à la communication aussi. Fait qu'entre autres, mettons, il y avait cet aspect-là que le chercheur me parlait. Puis j'ai parlé avec des personnes qui me parlaient de plein de types de rapports à la pénétration qu'ils ont eu, qui ont pu, lequel qu'ils ont aujourd'hui. Puis je leur ai demandé à ces personnes-là, pourquoi est-ce que vous aimez la pénétration si c'est toujours une pratique qui fait partie de votre vie? Il y a une femme hétéro qui me disait ça.
j'ai l'impression d'être égal à égal. Puis ça, j'étais comme, ah, OK, c'est quand même intéressant parce qu'elle disait, je regarde dans les yeux de mon partenaire, chose que, après, ça peut être possible de regarder dans les yeux dans d'autres types de pratiques sexuelles, mais elle a parlé d'une notion d'égalité qui était comme, je suis face à face, puis... Elle n'était pas en doggy. Ouais, exactement, ouais. Fait que là, on pense genre à un missionnaire voilà. aussi, même la fille est par-dessus. Je pense qu'ils appellent ça cowgirl. C'était un moment de connexion avec le regard. C'est ça, ouais. Puis on me parlait aussi de fusion un peu, comme il peut y avoir différents types de fusion, mais on me parlait de cette pratique sexuelle-là comme un moment un peu sacré. Puis comme je peux quand même comprendre, c'est pas obligé d'être comme... On n'est pas obligé de dire, mais là, OK, pourquoi c'est sacré? Ben là, OK, de tout déconstruire. On peut aussi être comme... C'est quand même... Il y a quelque chose de beau là-dedans aussi, là. C'est que t'as tellement envie d'être avec l'autre que juste le toucher de la peau, mettons, ça sera plus suffisant. Tu as le goût d'aller plus loin. Puis... La fusion. Oui, parce que c'est vrai que je me suis déjà fait la réflexion. C'est quand même particulier dans le bon sens de accueillir une personne dans son corps. Oui. Tu sais? Puis je sais que moi, il y a des moments, c'est peut-être mon côté genre water sign, mais des fois, je trouve ça émouvant. Tu sais, je me dis, tu sais, je t'aime tellement que je veux que tu sois à l'intérieur de mon corps et je t'y accueille. Puis là, je vais vous raconter une histoire personnelle, mais ça m'est déjà arrivé après une relation sexuelle, tu sais, dans l'amour et dans l'intensité, dans la tendresse et dans vraiment, tu sais, quelque chose de vraiment magnifique, de pleurer au moment où mon chum s'est retiré parce que là, tout d'un coup, c'est comme s'il était plus à l'intérieur de moi. C'est comme si j'étais comme, oh non, mais il faut que tu restes collé parce que t'étais à l'intérieur de moi, puis là, t'es plus à l'intérieur de moi. Genre, I need you. Tu sais, il y a quelque chose de beau, je trouve, là-dedans. Tu sais, tu parlais de fusion. Tu sais, il y a quand même un humain qui rentre dans un autre humain, là, comme Laïma découvre la sexualité. Mais... c'est ça! C'est pas des cigognes, ABC. Un chou et une rose. Mais au final, il y a quelque chose de profondément beau et émouvant là-dedans, je trouve. Oui. Puis là, on n'est pas obligé de pénétrer avec un pénis. On peut pénétrer avec des doigts, un jouet. On peut pénétrer avec toutes sortes d'autres choses aussi. C'est pas obligé d'être toujours phallocentrique, tu sais. Ouais. On peut le nommer aussi. On peut juste le nommer, puis c'est suffisant, tu sais. C'est déjà un acte de pénétration d'en parler, tu sais. Je pense que c'est quoi, justement, qui disait ça quand on l'a reçu, que de nommer la pénétration, c'est déjà l'affaire, c'est déjà l'introduire dans notre pensée puis dans notre excitation aussi. J'avais pas pensé à ça. C'est deep, là. Mais... Ouais, c'est deep, mais c'est beau. Ouais. On n'est plus dans le cosmopolitain, là. non, on est dans le cosmos. Littéralement, là. Notre recherchiste nous a fourni un article de Le Monde qui proposait un nouveau terme quand même assez intéressant qui s'appelle la circlusion. En fait, ça consiste à enrober quelque chose. Donc, par exemple, si je reçois quelqu'un en moi, mon anus a circlus le pénis. Donc, on tombe dans une dynamique un peu plus entourée. Donc, enrober, accueillir, mais aussi, il y a quelque chose de très actif quand même dans ce terme-là. Ouais. Donc, plutôt que de dire... il m'a pénétré, on pourrait dire je l'ai circulé. C'est ça. Oui. Mais ça, là, c'est un article dans Le Monde de Maya Mazorette. Si vous ne connaissez pas Maya Mazorette, prenez une note. Allez pas l'écouter tout de suite parce qu'on parle encore, mais prenez une note puis allez lire ses chroniques. Elle fait aussi des chroniques à la télé, à l'émission Quotidien. C'est vraiment intéressant. Puis dans cet article-là, elle parle aussi de l'expression « prendre ». Souvent, les hommes hétéros vont dire à une femme « je vais te prendre ». On parle, l'homme prend la femme. Puis elle, ce qu'elle dit, c'est que si on est dans la dynamique de la circlusion, c'est plutôt l'inverse. C'est le contraire, oui. Je trouve que ça revient à ce qu'on disait plus tôt, là, tu sais, d'accueillir, tu sais, il y a une super grande et importante notion d'empowerment là-dedans, là. Plutôt que de mettre le pouvoir entre les mains de la personne qui pénètre ou la personne qui a le pénis, bien là... Il y a un balancier qui s'installe là, avec cette notion-là. Oui, une pénétration, mais il y a une circlusion. Donc, les deux sont dans l'action, finalement, au lieu d'avoir quelqu'un qui fait puis quelqu'un qui subit. Là, qui reçoit, oui, parce qu'il y a aussi tout un vocabulaire autour du vagin, là, un trou, une caverne, vraiment
quelque chose, un fourreau. Oui, c'est ça veut dire fourreau, vagin. Oui, puis la psychanalyse, on est beaucoup mêlé aussi avec Oui. toute la symbolique du vagin. Là, mon Dieu, la grotte, le manque, le vide. Hey, on a-tu des affaires à déconstruire? C'est fou, c'est grave. On Hey, vit faut dans se une lever. société. Faut se lever de bonheur, hein? Ben oui, mais puis ça fait des années quand même que ces choses-là sont en branle. Là. C'est ça, exact. Donc, un fourreau, donc quelque chose de vide qu'il faut remplir. C'est fucké quand tu déconstruis un peu ça. Quand même. Et donc là, tout d'un coup, quand on est dans la circlusion, le vagin n'est plus un trou à remplir. C'est une partie du corps qui reçoit et qui fait quelque chose. Tu sais, là, pour les personnes, les personnes à l'audio, là, je fais des mouvements de main. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est que moi, tu sais, si je suis pénétrée par un pénis, je ne m'imagine pas du tout comme quelque chose qui bouge pas et qui est vide et qui reçoit. Au contraire, j'aime me sentir comme quelque chose d'actif. Et pourtant, il y a tellement de muscles dans le vagin, dans l'anus qui travaillent quand on est pénétré. Et ça, c'est actif. Là. C'est tellement quelque chose qui se passe et qui est donné et qui est participant. Là. Fait. Ben oui, parce que même dans la communauté gay, le terme actif-passif, tu sais, en anglais, on dit top-bottom. En français, ça va être actif-passif. On est encore dans cette dynamique-là. Mais justement, dans cet article du Monde, on parle aussi de l'expression power-bottom. Je sais pas si tu veux expliquer ce que ça veut dire. Power-bottom, en fait, c'est un homme gay qui se fait juste pénétrer. Donc, c'est quelqu'un qui va uniquement recevoir, mais d'une façon particulièrement plentiful, si je peux dire. Fait qu'il va vraiment tirer un grand empowering de la pénétration. Là. Un power bottom a une grande faim, un grand appétit à recevoir, mais est capable de manière presque insatiable de le faire et de rider, de se faire driller sans ménagement. Donc, il y a quelque chose de quand même assez... Il y a quand même le power. Donc, he's in charge, là. Le power bottom est in charge, mais il y a aussi power top qui existe dans la communauté, par contre, qui est donc l'espèce de penchant de l'autre côté. Y a-t-il un power side? Honnêtement, j'ai genre fait... Vous l'aurez entendu ici. Wow, c'est la prochaine tendance. Tu t'en viens marketing. Mais honnêtement, je pense que non. Mais make it happen. Là, pas encore. Un power side, c'est vraiment, vraiment très bon. Après ça, let's be honest, le mot circlusion n'est pas particulièrement sexy. Non. Je veux pas, on en fait l'éloge. C'est vraiment cool d'avoir ce mot-là pour penser le côté actif du pénétrer. Mais c'est un drôle de mot quand même. Je l'aille pas, moi. Ah non? Non. C'est vrai? Est-ce que ça t'est arrivé de l'employer pendant tes relations sexuelles, de dire à ton partenaire « j'aimerais te circluser ». Ben là, ben non, mais parce que Te c'est circule, comme... pas encore, parce que je l'ai juste appris il y a 2 jours. OK. On est des bébés circulus. Là. Mais je vous dis pas si j'ai fait l'amour depuis. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, j'aurais peut-être pu l'employer, mais... Peut-être que tu aurais fait l'amour sans avoir besoin de... C'est ça, mais je sais d'utiliser pas. ce mot-là aussi. Oui, c'est ça. Mais là, je suis en train de me dire, est-ce que j'aime-tu plus l'état d'esprit que le mot? Tu sais, je vais te circuler. En même c'est temps, vrai. on pourrait se donner un défi, tous les 4. D'ici la semaine prochaine, on utilise le mot circlure dans une relation sexuelle. Ouais. Si ça donne. Je vais te circlure. Oui, ben écoute, il y a plein de mots comme ça. Tu sais, le monde trouvait ça laid quand on disait autrice, là, il y a une couple d'années, puis maintenant, tout le monde le dit. C'est vrai. Fait que Moi, peut-être j'ai que dans jamais quelques trouvé ça années- laid, autrice. Oh. Ben, Merci. À l'air. Non, mais c'est vrai, c'est peut-être parce que c'est un mot qu'on connaît pas, là, tu sais, mais... Mais c'est ce que ça représente qui est important de toute façon. Absolument. tu sais. Je voulais juste faire Ça fine bouche. revient à prendre. Tu sais, quand on prend quelque chose, finalement, là, si je prends mon verre d'eau, tu sais, c'est ma main qui prend, c'est ce qui est autour. C'est pas... Le pénis est pris par le vagin plus que le contraire. Et c'est fou parce qu'on est encore dans les discours de pouvoir. On était en train d'essayer de prendre le pouvoir et de le mettre d'un autre côté. Oui, c'est vrai. Puis on est comme... En tout cas, ça C'est fait vrai. du bien, le payback. Mais on est quand même en train d'essayer de trouver un autre équilibre où le pouvoir est ailleurs. Puis je pense que ça fait du bien quand même d'avoir ces mots-là pour repenser une histoire millénaire, là, quand même. C'est ce qu'on réalise dans ton livre aussi, Caroline, là, que pendant des milliers d'années, la douleur des femmes a été banalisée. Fait que c'est sûr que des mots comme ça qui renversent la balance, moi je dis why not. Là. Donc on serait rendu à la question qui twerk. Oh my God, c'est la question qui twerk. Donc fuck, marry, kill. OK. On y va. Donc vous avez le plaisir manuel, le plaisir oral et la pénétration. Laima, tu veux-tu te lancer? OK. Moi, je fuck le plaisir oral, je marry le plaisir manuel et je kill la pénétration. Oh shit. Ouais, gros statement. Mais j'y avais pensé avant, fait que c'est plus facile. C'est tough, ça.
Ouais. Ah non, moi, l'inverse alors. Ouais, ben, par rapport à. Ah, mais là, on dirait que je suis plus sûre. Ah Non, Mais moi, kill, tu t'en veux plus. Ouais. Fuck, tu veux le fourrer. Puis Mary, Puis c'est Mary, plus du c'est long celui que terme. tu Là. voudrais Plus garder comme pour la vie. tendresse, Ouais, Partant c'est de ça. vie. OK. plaisir oral. Moi, je le Moi, je marie, Mary le là. plaisir oral. Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais. Un bon rimming. Là. Fait que Ah c'est oui, toi, ok. c'est quoi ton trio? Mon trio, je fuck la pénétration. Je marry le plaisir oral. Et je kill le manuel. OK. Ah, ça va aux poubelles. Ok. Ouais, ben, tu sais, c'est un jeu. Là, Oui. Non, c'est vrai. À partir de mais... maintenant, un jeu, regarde. ça... c'est ça. Moi, ta j'aime sexuelle. Mary la pénétration, je pense. Ah! OK. C'est un autre gros statement, mais parce que ça peut être vraiment le fun quand c'est le fun. Mhm. Mais qui je kill, qui je fuck, je le sais pas. Eh bien, déjà que tu marries la pénétration. C'est moi, big, j'ai, hein? j'ai la flotte à... Moi, j'adore aussi que t'as ton chandail de l'assaut québécois de la physiothérapie. Excuse you! Vous avez pas vu ça venir, hein? Non, vraiment pas. Mais Mais j'aime en ça. même temps, j'aime ça être surprise, j'aime ça être déstabilisée, j'aime tout. Ben voilà, c'est tout pour nous. Mais merci tellement d'avoir été là. Merci. C'était vraiment un c'était bonheur. Ouais. C'était Merci. un plaisir partagé. Ben allons circlure. La vie. La vie, là. Allons circlure la vie. Après Carpe Diem, Ah ouais, circlure la vie. Circlure la vie. Avec tout notre pouvoir et notre plaisir. Merci. Merci. À quoi tu jouis est une production du Club Sexu. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laïma Abouraja-Gérald. Nos invités étaient Caroline Arbour et Gabrielle Touin. Chargée de projet, Anne-Marie Soucy. À la recherche, Jeff Desilets. Gabriel Vigneault-Gendron a fait le montage et le mixage. La musique originale est signée Mike Clay. Un grand merci à Geneviève Bergeron pour sa vision. Caroline Arbour a lu un extrait de son essai « Habiter nos corps », publié aux éditions Cardinal. Un immense merci à l'équipe du Centre Phi, à la production, Stéphanie Lallier, au son, Philippe Rochefort, à la réalisation vidéo, Kevin Delamour et Charlie Poirier-Boutiette étaient à la caméra. Un merci tout spécial au Matelas Loupe, disponible en exclusivité chez Meubles RD.